Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonjour tout le monde, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube Live. Et ça, je le dis toutes les semaines à chaque interview. Donc vous l'écrivez, vous faites des tweets, hein, vous l'envoyez aussi sur vos Facebook communs. Voilà, vous dites Géopolitique Profonde, il faut venir. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et privilège d'être invité là. On est chez Monsieur Kémy Séba. J'ai lu son dernier livre, franchement, je me suis régalé, j'ai appris énormément de choses. Merci à vous, cher monsieur Kémy Séba, de nous accueillir ici chez vous. D'abord, comment allez-vous? Parce que je vois que vous faites que voyager. Déjà, c'est un plaisir pour nous de faire cette interview avec vous, parce que vous êtes un média qui me paraît être un média de fond. La géopolitique est la science du temps présent, mais aussi la science de demain. Parce que celui qui comprend ce qui se passe aujourd'hui et qui est dans une dynamique prospectiviste pourra plus que jamais comprendre et assurer de meilleurs lendemains. Et vous avez compris, je pense plutôt que beaucoup d'autres, la nécessité de populariser et de rendre intelligible pour tout le monde cette discipline, qui est notre discipline, qui est la discipline pour laquelle nous vivons et via laquelle nous menons notre combat politique. Et donc, je pense que la rencontre était naturelle. Mais justement, pourquoi la géopolitique? Vous avez vu que la géopolitique, c'est en gros l'alpha et l'oméga du pouvoir peut-être sur Terre? Alors, je vais aller plus loin. Nous, tout part de notre idéologie, notre combat politique. Notre combat politique est panafricaniste. Il se trouve que quand on fait le tour du monde, on se rend compte que notre peuple est présent partout. Nos semblables sont présents partout. On revient d'une tournée en Amérique latine. On a été invité par un certain nombre d'organisations afro-colombiennes qui nous ont invités pour du consulting et pour organiser les communautés diasporiques là-bas. Ce qui nous rappelle qu'en réalité, partout où nous nous trouvons, il y a nécessité de tisser des liens, de renforcer ces liens et de plus que jamais les structurer. Et la géopolitique, c'est comprendre l'impact et de l'environnement, et de la terre, et de l'espace sur les diverses sociétés, comprendre les différentes interactions inhérentes justement à ces environnements, comprendre la nécessité aussi de tenir compte des ressources qui sont présentes dans certains États, des dispositifs militaires qui sont présents dans certains États, des politiques économiques et sociales qui sont présentes et les répercussions que ça peut avoir dans le monde entier. La loi qui résume pour moi la géopolitique, c'est l'effet papillon. Ce qui se passe dans un espace, si on n'y prend pas garde, risque de se répercuter un peu partout. Et donc je pense que ça revient à la problématique qui dit que si vous voulez gérer votre lendemain, assurez-vous que la maison ne prenne pas feu du côté du voisin, tout simplement. Alors, j'ai regardé beaucoup de vos interviews. Et je sais pas pourquoi, les intervieweurs qui vous interrogent disent toujours au début « Ah oui, sulfureux ». Est-ce qu'on est sulfureux lorsqu'on dit les choses dans ce pays? Est-ce qu'il y a une chape de plomb qui fait que, on ne peut pas parler et dès qu'on sort, on va dire, du mainstream, on devient sulfureux? C'est ce que je disais à mon petit frère et protégé et ami Gazo. Je disais qu'on est dans un pays où on aime les Noirs quand ils font du foot, quand ils font du rap, s'ils sont brillants. D'ailleurs, Gazo est un petit frère extrêmement brillant, je suis très fier qu'il soit numéro 1 là où il est, je lui fais une petite dédicace. Mais on aime moins les Noirs quand ils sortent de justement ces cases-là et qu'ils commencent à développer un discours autonome, souverainiste, qui va dans la logique de l'autodétermination. Ça ne rentre pas dans le cadre, quelque part, du chemin qui a été tracé pour eux, du noir clair au noir le plus foncé. Comme le disait Bob Marley, ils aiment les Noirs que quand les Noirs récitent quelque part ce qui avait été programmé pour eux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important que les populations africaines et afrodescendantes pensent par elles-mêmes, pour leur propre destinée, soient capables de se frayer un chemin pour obtenir leur souveraineté, que ce soit sur le terrain idéologique, que ce soit sur le terrain culturel, que ce soit sur le terrain intellectuel
et politique et économique, et que d'ailleurs cette souveraineté ne signifie pas écraser les autres, ne signifie pas mépriser les autres, mais simplement comprendre que on doit, dans un monde où chacun agit pour ses propres intérêts, il est important que nous autres aussi, nous agissions pour les nôtres. Ça me paraît naturel. Alors, bah, du coup, pourquoi cette vision qu'a, on va dire, la République française? Est-ce que parce que c'est cette fameuse République universaliste qui pense qu'elle va civiliser le monde entier? Est-ce que c'est dû à ça peut-être? Il y a en effet une mission, entre guillemets, prétendument civilisatrice en tout cas, clairement au sein de l'oligarchie française, j'ai envie de vous dire que ça a donné ce que l'on connaît, en l'occurrence le colonialisme, quelque part aussi l'esclavagisme. Et moi je pense que si c'est cet universalisme-là qu'ils veulent promouvoir, il est important que l'on puisse se tenir à l'écart de leurs actions programmatiques, plus que jamais. Mais est-ce qu'il y a une différence quand même malgré tout entre ces élites-là républicaines, universalistes et on va dire progressistes, globalistes, ouais. et cette masse populaire? Est-ce qu'il pourrait y avoir une accointance justement entre cette masse populaire et par exemple des panafricanistes? Non mais très clairement, je parle toujours avec mon ami camarade Juan Branco, qui a été l'avocat, l'une des voix qui protégeait, qui essayait de défendre avec les moyens qui étaient à sa disposition les Gilets jaunes. Je parle avec Étienne Chouard de temps à autre, ça fait un bout de temps maintenant que je ne vais plus parler, mais moi les Gilets jaunes c'est un mouvement que j'ai pris d'affection très rapidement, parce que, comme disait Thomas Sankara, les prolétaires de tous les pays sont confrontés au même problème. Et les masses populaires, de manière générale, de tous les pays, sont confrontés au même problème. Il y a une oligarchie néolibérale, le néolibéralisme, qu'il soit économique ou sociétal, qui est devenu l'ultime forme, quelque part, du capitalisme le plus dérégulé, qui est devenu une religion mondiale. Le néolibéralisme sur le terrain économique a été malheureusement intégré comme schéma, comme système économique pour la plupart des États, et même ceux qui se veulent parfois être anticapitalistes ne peuvent échapper à cette réalité, tout comme les écologistes ne peuvent échapper à la pollution dans le monde, c'est une réalité. On peut lutter pour, mais on ne peut pas s'empêcher de respirer l'air pollué. Mais de l'autre côté, le néolibéralisme sur le terrain sociétal, que certains appellent l'American Way of Life ou l'occidentalisation, ou d'autres vont dire la McDonaldisation du monde, est devenu quelque chose qui a asphyxié beaucoup de peuples. Et ça, évidemment que quand on dit l'occidentalisation du monde, c'est la voie occidentale, c'est la manière de vivre promue par l'oligarchie d'Occident, le progressisme dégénéré que vous exposez, certains vont parler du wokisme, mais cela heurte les peuples du monde entier, noirs, arabes, chinois, tout ce que vous voulez, mais le prolétariat blanc aussi, vous allez dans les campagnes, le progressisme dégénéré qu'on voit à la télévision, ça ne les touche pas. Et c'est la raison pour laquelle je dis que notre problème n'est pas le prolétariat occidental, caucasien, à partir du moment, précisons-le, où il réussit à se départir quelque part des différents mécanismes qui le poussent parfois à penser, agir d'une certaine façon. Et il y en a qui réussissent à sortir justement, à se démarquer de ce que la plantation globaliste voudrait qu'il soit. Et je rends hommage notamment dans mon livre, les rares caucasiens à qui je rends hommage, c'est notamment des gens comme René Guénon, ou des gens comme Poutine, quels que soient les désaccords que je puisse avoir avec lui sur un certain nombre de sujets, ou des gens comme Ramenei, qui, bien qu'iraniens, ce sont les Iraniens Arias, ce sont des Caucasiens aussi à la base, enfin à la base. Aujourd'hui, ce sont des Caucasiens en tout cas, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, et ce sont des gens qui ont réussi à sortir de ce que le carcan du monde caucasien aurait voulu qu'il soit. Donc je crois que ce combat politique et ce combat contre le progressisme est un combat qui dépasse le cadre de la couleur, même si, ne nous trompons pas, la couleur de peau a aussi son incidence, parce qu'il y a une constante que l'on peut donner, c'est que la majorité des populations, entre guillemets, dites originelles, que certains vont dire primitives, que moi je dis primordiales, sont des populations qui sont enracinées dans une problématique liée à la logique de la tradition et d'un éloignement vis-à-vis du progressisme, même si dans le système occidental, on prend parfois les enfants de ces populations noires ou de ces populations à la peau sombre et qu'on expose comme les jouets du globalisme, comme Puff Daddy, comme 50 Cent, etc., qui deviennent, argent comptant, les chevaliers d'une cause qui est en réalité
s'est bâti sur leur exploitation. Mais justement, comment combattre cette globalisation? Parce qu'on le voit, le capitalisme combat les peuples, lutte contre les peuples, et il va aussi en Afrique pour le coup. Ils veulent ce territoire parce qu'ils n'ont jamais assez, ces gens-là. Donc comment faire pour le combattre et comment faire pour résister à ça? Est-ce qu'il faut revenir à l'identité, à ce qu'on est en tant qu'être humain de façon originelle? Comment on fait? Alors, moi, je suis rentré en Afrique depuis, je crois que ça fait 12 ans maintenant. Au départ au Sénégal, et par la suite, lorsque j'ai eu un combat forcené avec le gouvernement sénégalais, je me suis installé, par la grâce de Dieu, dans mon pays, le pays de mes parents, qui est le Bénin. Et je sais que l'une de mes premières expériences, lorsque j'ai intégré les sociétés civiles africaines, et que j'ai commencé à travailler à la radio, puis comme journaliste géopolitique, chroniqueur géopolitique à la première chaîne de télévision privée du Sénégal et l'une des plus influentes d'Afrique de l'Ouest, qui était la 2STV, je constatais la manière dont le globalisme néolibéral avait réussi à infiltrer les sociétés civiles africaines. De telle sorte que quelqu'un comme George Soros et son ONG Open Society, qui comme son nom l'indique, société ouverte, c'est-à-dire une société qui est l'antagonisme même d'une société traditionnelle, qui se veut cloîtrée dans ses principes. La société ouverte, c'est en gros une société qui est ouverte à la réception du progressisme. C'est ça, quelque part, le décodage de ce que George Soros appelle la société ouverte. J'ai vu que Soros avait réussi à coopter un nombre incalculable d'ONG, de mouvements citoyens, qui faisaient d'ailleurs la pluie et le beau temps à l'époque, avant qu'on rentre dans justement ce combat politique-là, dans les sociétés civiles. Je ne vais pas les citer parce que j'ai pas envie de faire de name dropping et que les frères qui travaillent dedans ne sont pas... Je pense qu'eux-mêmes n'avaient même pas compris les mécanismes. Eux, ils ont vu des gens qui leur proposaient de l'argent. Ils se sont dit, tant mieux, on va faire ce qu'on nous demande de faire et puis on va avancer. Mais que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Guinée, beaucoup d'ONG, de mouvements citoyens qui ont pignon sur rue, ou qui avaient pignon sur rue, étaient financés par Soros. Donc très tôt, je me suis dit que on peut pas parler de lutte contre le colonialisme sans comprendre que le colonialisme au XXIe siècle n'est pas le même que le colonialisme dans les années 80. On peut reprendre certaines phrases de Sankara, mais Sankara faisait face à une période, le mur de Berlin n'était pas encore tombé, donc il y avait encore la bataille, même si le communisme était déjà en train de vaciller, entre deux idéologies d'ailleurs matérialistes, on pourrait y revenir tout à l'heure, là où nos populations sont profondément liées aussi à une dynamique immatérielle. C'est quelque chose qui est important de tenir compte, c'est peut-être ce qui explique aussi l'échec du communisme dans nos pays. Mais Sankara était ancré dans cette réalité. Or, le XXIe siècle, le globalisme néolibéral fait que la manière dont le colonialisme opère a complètement changé. Je prends un autre exemple très bête et je reviens très rapidement sur la réalité africaine. Quand vous voyez Black Lives Matter, on a été parmi les premiers à dénoncer cette fraude. Je veux dire, comment un système peut être un mouvement peut être un mouvement d'émancipation quand il est sponsorisé par les pires entreprises capitalistes et que l'on sait que le capitalisme est la matrice de l'esclavage. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme, d'accord, avec la force de travail des uns qui bénéficie à ceux qui disposent des différents moyens et outils de production. C'est comme ça que l'exploitation se fait et que les gains pour une minorité se font aussi. Et donc, ne pas comprendre que les grandes entreprises, que les GAFA, que les multinationales les plus impérialistes de manière générale sont celles qui poussaient un mouvement d'émancipation, c'est ne pas comprendre que le colonialisme a changé de forme. Le colonialisme au départ était hostile vis-à-vis des prolétaires, mais non, aujourd'hui le colonialisme lui donne la sensation prolétaire aux pires opprimés qu'il est là pour les aider, alors qu'en réalité il est là simplement pour les exploiter, se servir de leur image et en tirer des bénéfices. Et c'est la même chose pour ce qui se passe du côté de la réalité africaine. Et on s'est dit que si eux avaient la possibilité de trouver des financements, il fallait qu'on trouve parmi ceux qui sont hostiles, quelque part, à ce globalisme-là, à ces pays qui sont hostiles aux Soros et compagnie, au USAID, à l'Agence française de développement, parce que c'est la même chose. Il fallait qu'on trouve dans ces pays-là des gens qui seraient aptes à financer une organisation antiglobaliste et souverainiste africaine. Et c'est comme ça qu'on a fondé, à ma sortie de ma deuxième peine de prison en 2014, j'ai fondé avec mon staff, mon équipe de toujours, l'ONG Urgence panafricaniste. Est-ce que ça signifie que Black Lives Matter, c'est une sorte de bras armé du capitalisme? Et d'ailleurs, peut-être aussi comme les Marvel avec Black Panther et toutes ces choses. Est-ce que aussi le capitalisme, c'est pas une envie que des publics nouveaux consomment
des produits. Ça en fait partie clairement. Et c'est pour ça que je dis que dans le capitalisme, il faut aussi qu'on ait une analyse qui consiste à ne pas être dans la caricature. Je différencierais quand même Black Lives Matter de Black Panther. Black Lives Matter part d'un sentiment légitime. C'est des sœurs, des militantes afro-américaines et nigérianes, 3 militantes féministes, lesbiennes, qui avaient leur vision des choses, mais qui souffraient profondément de la persécution que touchait notre peuple, que vivait notre peuple. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît des plus légitimes. Elles ont lancé un hashtag, le hashtag a pris, et très rapidement, les financements des forces globalistes que l'on connaît sont rentrés dans la démarche et ont amplifié ce slogan, ce hashtag, pour que ça devienne un cri de colère et de douleur. Et les financements ont orienté par la suite l'agenda de ces structures. Bon. Mais personne ne pourra nier que le sentiment de départ était un sentiment légitime. Quand elle disait Black Lives Matter, ça s'adressait aux nôtres, en disant la vie des Noirs compte. Mais quand l'agenda globaliste s'est inséré dans cette réalité, ce qui était censé être un dialogue interne à notre communauté, noire globale, parce que c'est ça, Black Lives Matter, c'est la base, est devenu un cri quelque part, une demande de respect de notre humanité vis-à-vis d'autres. Or, on ne demande jamais aux autres de nous respecter, on l'exige, on l'impose. Moi, je ne pourrais jamais me voir me lever en disant « respectez-moi, je suis... » Non, non, non. Ma manière de montrer mon respect, c'est que si tu me manques de respect, je vais t'éteindre. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, et c'est comme ça, je pense, qu'on est arrivé au combat et à l'influence politique que nous avons aujourd'hui dans le monde. Et donc, Black Lives Matter, c'est une case. L'autre case, Wakanda Forever, Black Panther, je pense que là, encore une fois, on est dans une dynamique évidemment globaliste et capitaliste, mais qui s'appuie sur un imaginaire qui est très important de ne pas renier, parce que chaque civilisation a besoin de densifier son imaginaire pour pouvoir, quelque part, créer de meilleurs lendemains. Une civilisation sans mythe, une civilisation sans... Alors, personnellement, j'adhère pas à Wakanda en tant que tel, et j'ai pas besoin d'aller au cinéma pour voir Wakanda. Je vais au Nigeria, où je vais dans certains pays où on est dans un futur des plus précis, et on comprend que le Wakanda existe réellement. Mais c'est des projets qui ont une vision, évidemment, et une logique expansionniste capitaliste, mais qui s'appuient, je pense, sur des motivations un petit peu différentes entre Black Panther et de l'autre côté Black Lives Matter. Alors, pour les auditeurs qui nous regardent et qui peut-être ne connaissent pas bien le panafricanisme, comment le définiriez-vous? Est-ce que le panafricanisme, comme pour la définition de ceux qui veulent, on va dire, qui sont qui veulent aller contre ça, qui disent que c'est une sorte de racialisme, est-ce que c'en est une? Et comment vous définiriez ce panafricanisme? Moi, je peux pas me situer par rapport aux gens qui sont dans les anathèmes ou dans la mésécoute par rapport à un courant qui pourtant est plus évident. Ceux qui ont mis le racialisme à l'échelle de l'humanité, ce ne sont pas des Noirs. Ceux qui ont racialisé le monde, c'est pas des Noirs, à la base. Nous sommes que la réponse à quelque chose que nous avons subi de plein fouet. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. La panafricanité, c'est cette unité originelle qu'il est, à notre sens, nécessaire de réactiver dès lors qu'on est capable de se connecter à nos humanités classiques, de se reconnecter à notre ontologie et d'être en adéquation avec ce qui fait de nous un peuple. Voilà. Et ce qui font de nous des peuples, une addition de peuples qui convergent vers une même destinée. Et donc, c'est comme un arbre, c'est comme un bouquet de fleurs. Il y a diverses fleurs, et c'est la diversité de ces bouquets de fleurs qui constitue la beauté du bouquet, quelque part. Et donc, le panafricanisme est une idéologie de libération, parce qu'on part du principe qu'on vit dans un monde des grands ensembles. On vous parle des États-Unis d'Amérique. Pourquoi États-Unis? Parce qu'ils ont compris que si c'était que le Michigan, ou si c'était que l'État de New York, ou si c'était que l'Illinois, ces États ne seraient rien, mais c'est l'addition de ces États qui font de ce pays un super État. La Chine, c'est une addition de provinces. S'il n'y avait pas eu toutes ces provinces additionnées, la Chine ne serait pas la nation surpuissante qu'elle est. On vous parle des Émirats Arabes Unis. Ils ont compris que s'ils n'étaient pas unis et que s'ils étaient séparés, ça ne pourrait pas avancer. On parle de l'Union européenne qui, pour le coup, est un mauvais exemple, parce que c'est pas l'Union européenne des peuples, mais c'est l'Union européenne du cartel financier. Mais il n'en demeure pas moins que le pan-européisme en tant que tel est une idéologie qui, à la base, est partagée quand même par beaucoup de gens à différents degrés. Et il y a diverses façons de faire. Et je pense que le panafricanisme, c'est, comme je le disais, quelque chose de vital dans un monde des grands ensembles, et qui existe déjà. Quand on dit sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet Turquie-Afrique, tout le monde voit l'Afrique comme un ensemble. C'est parfois
quand ça arrange les nations extérieures, elles reconnaissent le panafricanisme. Mais quand elles voient que c'est pour notre unité, pour nos propres intérêts, Afrique, là on vous dit que le panafricanisme n'existe pas. Non, le panafricanisme est quelque chose de fondamental qui existe et qui est nécessaire pour le développement de nos nations. C'est pour ça que quand on me dit, Kémy, pourquoi tu ne cherches pas à devenir président d'un pays, je dis, mais le combat commun est un combat global qui ne peut pas se limiter à un pays. Même si j'aime maladivement mon pays, le Bénin. Mais on doit être dans quelque chose, à mon sens, de plus grand. Et moi, la réalité qui me parle le plus dans ce cadre-là, c'est ce que fait Urgence panafricaniste, c'est ce que nous faisons au quotidien, et sur un autre terrain différent, même si ça ne va pas dans le sens de ce que nous souhaitons, mais ça finira par changer, ce que fait l'Union africaine, ce qu'elle fera demain, si elle est bien dirigée, elle ne l'est pas pour l'instant, mais ça va dans le sens de l'unité des divers États africains dans le but d'obtenir la souveraineté dans l'unité collective. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire les mots cardinaux de la vision panafricaniste. Exactement. Exactement. Vous avez tout résumé. Donc c'est-à-dire parce que la souveraineté, c'est quand même quelque chose contre lesquels les élites se battent, pour le coup. Clairement. L'unité aussi. Parce qu'on est dans la division, on est clairement dans la division. Oui, qui dit souveraineté dit unité aussi. Et ceux qui ne veulent pas l'unité, ceux qui sont dans le fractionnement, savent que c'est en étant divisés qu'ils pourront bénéficier d'un certain nombre de ressources. C'est pour ça qu'ils ont fait tuer Kadhafi. Ils ont fait tuer Kadhafi parce qu'ils voulaient un État, une monnaie, le dinar or, un État fédéral, un satellite qui allait couvrir tout le continent, une langue. Alors lui voulait l'arabe, d'autres voulaient le swahili. Je pense que le swahili était beaucoup plus adéquat parce que c'est la langue africaine la plus parlée. Mais on ne pourra s'en sortir que comme ça. Et c'est le travail de notre vie, c'est le combat de notre vie, c'est notre objectif. Comprendre qu'on doit penser de manière globale. Moi, je me méfie de quelqu'un qui reste incarcéré dans les frontières de la conférence de Berlin de 1884 et 1885, parce que notre peuple est plus que ça. Et je le vois aux quatre coins du monde. Justement, vous avez parlé de monnaie. C'en est où le franc CFA? Parce que M. Macron a parlé d'abolir le franc CFA. Est-ce que c'est une réalité? Alors, déjà, il est important de dire qu'il y a des victoires symboliques que notre combat a obtenues de manière très claire. Il a fallu qu'on déterre, parce qu'au départ c'était un débat qui était tenu par des pseudo-universitaires qui incarcérés dans leur monde des entre guillemets sachants, qui méprisaient le peuple. Or c'est le peuple qui fait changer le cours des choses. Et donc on a rendu ce débat dans une dynamique gramscienne populaire, dans la logique de la bataille culturelle. On a fait en sorte que le bas peuple a pu se prémunir de ce débat et a pu justement faire de ce débat une arme en tant que telle. Et c'est quand c'est devenu populaire, qu'on a propagé ce débat un petit peu partout en Afrique et dans la diaspora, que les autorités françaises se sont senties sous pression et ont essayé de faire un changement cosmétique de l'impérialisme. Nous, on demandait diverses choses. Que le taux de change fixe, qui fait qu'il y a un arrimage du franc CFA à l'euro, soit aboli. Pour la simple raison que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales et cela anéantit tout processus de compétitivité. D'ailleurs, vous remarquerez, si vous analysez bien, que la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire, à l'exception de la Côte d'Ivoire, qui, elle, n'est pas déficitaire pour d'autres raisons sur lesquelles on pourrait discuter très longuement. Parce qu'ils sont dans un autre processus colonial depuis l'époque d'Houphouët-Boigny. C'est un autre schéma. Mais le fait d'avoir un taux de change flexible, arrimé à un panier à devises, permet d'adapter la flexibilité, justement, du panier à... comment dirais-je, à nos économies locales qui sont fluctuantes de manière générale. Et donc, par conséquent, il n'y aura pas quelque chose qui sera trop haut pour nos économies, ça pourra fluidifier la possibilité de faire commerce entre nous. On voulait aussi la fermeture des comptes d'opération. On a eu, de manière historique et symbolique, après les multiples incarcérations que j'ai eues et expulsions, et les mobilisations que nous avons effectuées un peu partout, ce sont des victoires palpables. On a la fermeture des comptes d'opération. Il y a des fonds qui ont été remboursés aux banques centrales africaines sur ce terrain-là. Donc ça, c'est une victoire palpable. Mais non, on veut un taux de change flexible arrimé au panier à devises et non pas un taux de change fixe arrimé à l'euro. Ça, pour l'instant, Macron, dans son piratage industriel, parce qu'il a volé le nom de la monnaie ECO, qui était le projet des pays de la CEDEAO, d'accord, il a voulu maquiller le franc CFA en prenant ce nom ECO, en gardant la fixité à l'euro. Et c'est là où on se retrouve dans une situation qui est problématique à mon sens. Et avant qu'il y ait le Covid, il était question que les critères de convergence, s'ils étaient atteints par tous les pays d'Afrique de la zone franc, d'accord, et surtout par les pays de la CEDEAO, cela aurait permis qu'on puisse passer à l'étape de la monnaie éco. Mais ils se sont tous cachés derrière la crise du Covid qui a empêché que ces critères de convergence soient justement atteints.
pour que dire que bon, on remet ça à plus tard. Et aujourd'hui, on est dans une léthargie qui est quelque part similaire à voilà ce qui avait été fait avant que l'on relance le débat. Donc il y a des victoires symboliques qui ont été atteintes, mais encore un certain nombre de choses qui doivent être faites. Et moi, je le disais encore récemment aux autorités du côté du Nigeria, que si on voit que d'ici cette année et l'année qui suit, il n'y a pas de changement et d'avancée palpable sur le terrain du changement de monnaie, on va remettre les gens dans les rues sur ces questions. Pour l'instant, on est très focalisé sur la question de la lutte contre la France-Afrique militaire, mais si on doit ressortir du tiroir la lutte contre la France-Afrique monétaire, on le fera sans hésiter. Mais votre combat prouve que lorsqu'il y a unité, les élites reculent. Et comment arriver à cette unité? Est-ce que l'unité, même en Afrique, est présente? Moi, je pense qu'elle est très présente parmi les peuples. Beaucoup plus présente parmi les peuples, même s'il y a évidemment des tensions interethniques. C'est logique. Il y a des tensions parfois religieuses aussi. C'est quelque chose qui est réel. Il ne faut pas qu'on mente dessus. Il ne faut pas qu'on soit dans le monde de Mamadou au pays des merveilles. Mais il y a majoritairement, en tout cas dans les pays que nous arpentons, un courant au sein des sociétés civiles qui va dans le sens de l'unité transnationale et qui va dans le sens d'une unité africaine. Et c'est pour ça que je disais même, lorsque j'étais reçu récemment au siège de l'Union africaine en Éthiopie, que si l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités pour se rapprocher sérieusement des leaders et des organisations citoyennes, il y aura une Union africaine des peuples qui sera créée, parce qu'aujourd'hui c'est les peuples qui font unité. C'est pas les élites. Les élites défendent chacune leurs intérêts dans leur petite escarcelle, alors que les peuples, eux, veulent l'unité. Et on le voit aujourd'hui à travers des pays qu'on a contribué à beaucoup aider pour qu'il y ait un changement de régime. J'en dirai pas plus. Bob Denard a installé des régimes pro-français. Nous, on désinstalle les régimes pro-français. Et on essaye d'y mettre des régimes souverainistes africains. Et ce qu'on voit du côté du Mali, et ce qu'on voit du côté du Burkina Faso, cela va dans le sens, quelque part, d'une volonté de fédération des peuples africains. On est en train d'arriver petit à petit vers ça, il reste encore du chemin, mais c'est vers cela qu'on doit aller. Justement, vous avez été au Mali, comment ça se passe? Parce qu'on nous dit des choses ici en France, bon, bah alors j'imagine que c'est un peu romancé à la française. Comment ça s'y passe réellement? Alors, je dirais que c'est surtout romancé à l'oligarchie française, parce que je sais que parmi le bas peuple français, il y a beaucoup de gens qui comprennent qu'il y a une volonté légitime de souveraineté des peuples africains. Il y a un processus d'autodétermination, de lutte contre le globalisme, qui a été activé depuis un certain nombre d'années par nous et par d'autres, d'accord, au sein de ce pays. Et au départ, c'était le retrait des armes des forces françaises, mais il faut bien comprendre que la lutte contre le colonialisme français s'inscrit dans un combat plus global, qui est le globalisme néolibéral. Et donc les institutions internationales font partie évidemment de cette problématique-là. Quand on parle de la MINUSMA, des forces d'occupation de l'ONU, même si ce sont des contingents parfois africains qui sont dedans, ce sont quelque part des tentacules de la pieuvre néolibérale qu'il faut combattre. Et donc, étape après étape, le gouvernement malien et le peuple malien et les mouvements panafricanistes, notre ONG en première ligne avec la structure sœur Yerewolo debout sur les remparts, nous poussons pour que cette souveraineté soit quelque chose, non pas de présent uniquement dans les mots, mais de présent aussi à travers nos actions et notre volonté de nous éloigner d'une prétendue communauté internationale qui est surtout une communauté oligarchique occidentale. On dit communauté internationale, c'est un cartel de pays occidentaux qui se réunissent et qui disent « vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça ». Je pense qu'on ne peut pas avancer de cette façon. C'est au lendemain de la conférence de Berlin que cette communauté prétendument internationale s'est créée. C'était les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons sauvé beaucoup de ces pays occidentaux pendant la Seconde Guerre mondiale, nos aïeux, mais nos pays n'ont pas été remerciés à la hauteur qu'ils le devraient. Ils sont encore aujourd'hui exploités. Ils ont dit qu'il est temps que ça puisse terminer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nouveau gouvernement malien est dans la vision panafricaniste aussi, et c'est pour ça peut-être qu'ils deviennent les ennemis de l'Occident? Fondamentalement. Je pense que le gouvernement malien est fondamentalement panafricaniste aujourd'hui. J'ai une grosse pensée pour le président qui ont un frère, le frère Assimi Goïta. Une grosse pensée pour Abdoulaye Diop aussi. On a été reçu il y a quelques jours par le Premier ministre malien Choguel Maïga. Ils sont dans une ligne panafricaniste évidente. Et ils ont compris que s'ils ne faisaient pas corps avec le peuple, eh bien le peuple change. Aujourd'hui, c'est pas... Est élite celle qui est considérée comme telle par la population. C'est pas ceux qui se proclament élite. Auparavant, c'était ceux que l'Occident considérait comme élite qui étaient considérés par le reste.
comme étant les dirigeants. Aujourd'hui, est élite ce que le peuple considère comme élite. C'est très important de le dire. Donc le peuple, comment il considère une élite justement, tiens? Est-ce que pour le peuple, l'élite, c'est celui qui est riche, celui qui est plus intelligent? Non, je vous donne un exemple palpable. Déjà, l'intelligence, c'est quelque chose de très subjectif et relatif, mais l'ancien président Ibeka, je veux dire paix à son âme pour la forme, même si je ne lui portais aucune estime, qui était une marionnette du gouvernement français, qui aimait l'oligarchie française plus que l'oligarchie française s'aimait elle-même, Ibrahim Boubacar Keïta, connu sous le nom de Ibeka. Ce dernier a été démis de ses fonctions après le coup d'État, qui est pour moi une restauration de l'État, par des militaires, notamment les frères que je viens de citer, et amis que je viens de citer, qui n'ont été que l'extension de la population. C'est parce qu'on avait déjà activé, avec différents mouvements citoyens, des mobilisations sur le territoire malien. Nous, on opère au Mali depuis 10 ans. En 2023 aujourd'hui, j'ai commencé fin 2013, début 2014, à venir au Mali. Et quand notre ONG s'est constituée en 2015, on était parmi les structures en première ligne pour pousser la population à faire tomber des régimes qui étaient des régimes pro-oligarchie d'Occident. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces dirigeants se sentent profondément concernés et nous remercient du travail politique que nous menons pour eux. C'est important de le dire. Et donc, les élites, le peuple a considéré que les anciennes élites, qui sont des entités technocrates, cooptées par l'élite occidentale, par l'oligarchie occidentale, n'étaient pas considérées comme élites par le peuple. Et donc le peuple les a démis de leurs fonctions et a mis à la place de ces derniers des gens qui parlaient le langage du peuple, qui étaient en adéquation avec la volonté du peuple et qui avaient la possibilité quelque part de tenir tête au reste de la communauté de l'Occident. Et je pense que c'est très important de dire que le XXIe siècle, Zbigniew Brzezinski disait que le passage du XXe siècle au XXIe siècle sur le passage marquerait le transfert de centres de gravité de pouvoir qui auparavant étaient aux mains des élites et qui arriverait progressivement au niveau de la base. Base étant quelque part illustrée et matérialisée par ce que l'on appelle les sociétés civiles aujourd'hui. Moi, je pense que le centre de gravité du pouvoir au XXIe siècle, ce sont les sociétés civiles. Et je vais même aller plus loin. On assiste dans certains cas exceptionnels à des situations où certaines organisations civiles, d'accord, sont plus puissantes que les États. Je vais au Liban très régulièrement, parce que notre ONG collabore beaucoup avec le Hezbollah. Le Hezbollah est plus puissant que le gouvernement libanais aujourd'hui. On a connu, il y a de nombreuses années maintenant, Wagner, qui fait l'actualité en ce moment. On a tous vu que Wagner est je ne vais pas dire plus puissant que l'État russe, mais Wagner est très puissant. Et donc, notre ONG Agence panafricaniste aujourd'hui est crainte par beaucoup de dirigeants africains, qui savent que quand on commence à mettre notre nez dans un pays, ce n'est jamais bon pour le dirigeant si celui-ci est soumis à l'oligarchie d'Occident. Donc il y a, je pense, un changement d'architecture politique avec la jonction des forces entre des sociétés civiles panafricanistes et des corps militaires patriotes qui sont dans une démarche d'agir pour notre peuple, par notre peuple, pour sa propre destinée. Est-ce que ça veut dire qu'on revient à une forme de féodalité, du coup, c'est-à-dire des seigneurs face au roi? Votre exemple tiendrait si le roi, c'était les dirigeants que l'on démet de leur fonction. Je ne les considère pas comme les rois. La royauté est quelque chose de noble à la base, et ils ne sont pas des rois. Je pense que la comparaison là-dessus n'est pas raison. Bon. C'est très bien dit pour le coup. Mais, tiens, j'avais une question, pour le coup, qui a fait un peu le tour de France. C'est celle de Maître Gims, qui a parlé des pyramides. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez pensé, et qu'est-ce que vous avez dit de aussi, parce qu'on son discours a été ridiculisé, et j'imagine qu'il a dit bon, il dit ce qu'il veut, d'ailleurs il est libre de dire ce qu'il veut, mais vous avez compris, pas ce qu'il a dit, mais le fait qu'on a ridiculisé son discours. Moi je pense que, pour le coup, c'est pas... Je ne veux pas commenter Gims et moi, on se connaît de manière interposée, on a des membres de sa famille qui sont mes proches, donc on se connaît par ce biais, et on échange de manière interposée. Je ne vais pas revenir sur les propos histoire, électricité, etc. Ça ne m'intéresse objectivement pas. Et ce n'est jamais un propos que vous entendrez de notre côté. Par contre, Gims a été attaqué non pas pour ce qu'il a dit,
mais pour ce que sous-tend ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, et ce que sous-tend ce qu'il a dit, c'est qu'en gros, l'Égypte, à la base, est une civilisation originellement parlant noire. Même si, au cours de son histoire, il y a eu différentes migrations. C'est comme dire que, et que ces différentes migrations ont constitué aussi l'histoire de notre peuple, de cette civilisation-là, de cette nation-là. Et le problème, c'est qu'on arrive à un stade où, à chaque fois qu'il y a une grande civilisation, on veut nier parfois l'origine de cette civilisation et prendre le dernier chapitre de cette civilisation pour dire que, vous voyez, les Égyptiens qu'on voit aujourd'hui, ce sont des Arabes ou ce sont des Blancs. Donc arrêtez de nous dire que l'Égypte était une civilisation noire. En réalité, le vrai débat, c'est celui-ci. Et Gims, à travers la manière maladroite dont il s'est exprimé, c'est cela, à mon sens, qu'on a voulu attaquer. Et c'est pour ça que nous avons réagi en disant que ce qui pose problème à ceux qui l'attaquent, ce n'est pas ce qu'il a dit sur les histoires d'électricité, auxquelles moi-même je n'adhère pas, mais c'est ce qu'est la matrice civilisationnelle de l'Égypte qu'émettent en tant que telle. C'est ça que l'on veut nier, c'est ça que le courant de l'égyptologie, il ne faut pas l'oublier. On a créé un courant d'études sur une civilisation tellement celle-ci avait atteint un degré de conscience, de puissance et de sapience des plus grands. Je termine juste mon propos parce que c'est très important. Aujourd'hui, quand je vois l'équipe de France, j'ai l'impression que je vois l'équipe du Cameroun, ou du Bénin, ou du Sénégal, ou c'est l'équipe de l'Union africaine. Vous voyez ? Je vois Kanté, je vois Mbappé, je m'amuse à compter avec mes enfants parfois, avec mes proches, ou avec les membres de mon ONG, le nombre de Noirs dans le 11 de départ, il n'y a que des Noirs. Est-ce que ça veut dire que parce que la majorité de l'équipe de France de football est noire, est-ce que ça veut dire que Vercingétorix c'était noir? Est-ce que ça veut dire que la France est un pays noir? Non. La France a une histoire. Et c'est pas parce qu'il y a 11 Noirs, et qu'il y a beaucoup de Noirs aujourd'hui, que ça veut dire que la France est un pays noir. Ça veut rien dire. Et bien de la même façon, ce n'est pas parce que l'Égypte aujourd'hui est une civilisation où il y a énormément d'Arabes à la peau blanche, et quand on va dans le pays et qu'on va un petit peu dans le sud de l'Égypte, on se rend compte qu'il y a énormément de population noire, c'est pas parce qu'il y a une civilisation à la peau blanche que ça veut dire que c'est une civilisation blanche en tant que telle. C'est du mensonge que de le dire. Donc c'était juste un petit peu ça, à mon sens, qu'il était important de rappeler. Chaque peuple a, je pense, ses humanités classiques, et une civilisation matrice linguistique, idéologique et culturelle. L'Europe, c'est la Grèce et Rome, la Rome antique. L'Afrique, le berceau égypto-nubien, était à mon sens une matrice civilisationnelle du continent africain. Mais justement, qu'est-ce que ça dit de notre société qui nie, par exemple, les travaux de Cheikh Anta Diop? Bon, moi, je pense que c'est un petit peu comme le nez cassé du sphinx. Il y a des choses qui sont difficilement acceptables pour des gens qui ont construit une hiérarchie des races et qui ont voulu faire croire que les parents de l'humanité, la matrice de l'humanité, étaient en réalité la poubelle de cette même humanité. Je pense que ça met mal à l'aise les gobinistes des temps modernes, ça met mal à l'aise ceux qui veulent faire croire que le noir n'est capable de rien, et c'est quelque chose que je constate, que j'observe, et qui ne m'empêche pas de dormir. Parce que ce débat très franco-français, même dans un pays dégénéré comme la civilisation américaine, c'est un débat qui ne se pose plus. C'est dire. Vous allez dans les chaires universitaires américaines, vous allez chez les Américains de manière générale, tout le monde sait que l'Égypte était une civilisation originellement parlant noir. Il n'y a que en France, et dans certains peut-être pays reculés d'Occident, qu'on veut nous faire croire le contraire. Écoutez, ça ne nous empêchera pas de dormir, le monde ne tourne pas autour de la France, et bon nombre de gens dans le monde savent de quoi elle en retourne en réalité. Alors, ma dernière question, cher Kémy Séba, est-ce que vous avez espoir que cette souveraineté et unité finiront par arriver? Moi, je pense qu'on est en train d'y arriver. Je vis ces étapes au quotidien avec mon équipe, au gré de nos déplacements et de nos missions politiques et sociales, un peu partout sur le continent africain, au sein des diasporas africaines, en Amérique du Sud, en Europe, dans les Caraïbes et ailleurs. Il y a une souveraineté qui est en train plus que jamais, d'apparaître à l'horizon. Je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Je vois que nos adversaires des autorités occidentales, que ce soit le département d'État américain qui m'a épinglé récemment, ou que ce soit les instituts comme l'IFRI par exemple, et d'autres, je pense qu'ils savent exactement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. En ce XXIe siècle, ils le prennent très au sérieux, et ils ont raison. Parce que nous le palpons, nous le voyons, il y a un changement de mentalité. Quand je regarde 10 ans en arrière et je regarde aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est accéléré. Je pense on fait partie fondamentalement
ces raisons qui poussent au changement. On n'est pas les seuls. Il y a différents facteurs, mais on fait partie de ces facteurs-là, je crois. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Voilà, le dernier livre de Monsieur Kémy Séba, voilà, je vous le conseille fortement. Achetez-le, vous apprendrez tout sur le panafricanisme, tout l'historique. Merci à vous de nous avoir suivis, je sais, très nombreux. Voilà, vous partagez, vous mettez des pouces, vous envoyez à vos amis. Merci à vous encore. Merci à vous, cher Monsieur Kémy Séba. Et au prochain live. Allez, salut, ciao.